La technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde sans la technologie. Chaque mois, Monde Numérique Objectif 2050 s'intéresse aux innovations au service du monde de demain. Dans cet épisode, on va se pencher sur le poids environnemental du numérique. Comment la technologie peut-elle contribuer à réduire l'impact carbone de la technologie ? Vous entendrez la société spécialisée Frugger nous dire ce qu'il est possible de faire dans les entreprises. On verra aussi comment un opérateur comme Orange innove pour rendre les équipements plus intelligents et moins énergivores. Enfin, on ira au cœur des composants électroniques du futur avec le CEA. Objectif 2050 vous est proposé en partenariat avec Orange, qui a choisi Monde Numérique pour vous aider à mieux comprendre la technologie. Il y a 30 ans, le numérique n'existait pas, ou en tout cas pas à ce point-là dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, Internet, les ordinateurs, les smartphones, les applications, le streaming vidéo, les visioconférences, les data centers, tout cela nous rend la vie plus confortable, mais tout cela a un coût. Un coût environnemental dont on a pris conscience il y a seulement quelques années. Alors comme il n'est pas question de revenir en arrière et de se passer de ces outils qui nous entourent, comment faire pour les rendre moins impactants pour le climat et accessoirement moins consommateurs de ressources naturelles ? On en parle pour commencer avec la société spécialisée Frugger. Bonjour Jérôme Lucas. Bonjour Jérôme. Vous êtes le cofondateur de la start-up Frugger, start-up bretonne, qui s'est fixé pour objectif d'aider les entreprises à réduire le poids environnemental de leur IT, de leurs systèmes informatiques. Mais avant toute chose, quel est l'impact environnemental du numérique ? L'impact du numérique au niveau global, ce sont des chiffres qui commencent à être connus, qui ont été publiés, qui ont été récemment d'ailleurs mis à jour avec l'ARCEP et l'ADEME. C'est environ 4% de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Alors c'est pas beaucoup, mais c'est quand même autant que l'aviation civile. Ça c'est un point important, mais le deuxième point important, c'est que les chiffres montrent que ça va fortement progresser. On parle de doubler d'ici à 2030, voire de tripler d'ici à 2050 cet impact, parce que les usages grandissent. Or, dans ces 4%, aujourd'hui, 80% de ces 4% sont liés à l'équipement du terminal des utilisateurs. C'est-à-dire nous tous qui avons un smartphone dans notre poche, qui avons un PC devant nos yeux, qui avons une télé connectée, ce sont nous qui portons 80% de l'usage. Ce ne sont pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les data centers avec des gros volumes de serveurs dans ces plateformes. Ce n'est que, entre guillemets, même s'il faut agir évidemment sur ces sujets-là, 15% de l'impact environnemental. Alors comment faire pour limiter les dégâts ? La réponse, c'est de la frugalité avant tout. De la frugalité, mais en fait sans en être vraiment, simplement pour dire que avec l'émergence des technologies ces 10 dernières années, la 3G, la 4G, la 5G, la DSL, la fibre, etc., finalement on a fait du numérique sans contrainte. Depuis 20 ans, sans contrainte, sans absolument aucune contrainte. Aujourd'hui, on est capable de publier sur un site internet une photo HD, ça choque personne. En vrai, une photo HD sur un site internet, ça sert absolument à rien, ça sert à être imprimé, mais pas à être publié sur un écran. En fait, on va justement amener de la contrainte, donc dans une démarche de frugalité, justement, tout en gardant en fait la qualité de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait, la photo sera toujours de très bonne qualité, mais elle sera juste adaptée au bon support, c'est-à-dire l'écran web et pas un support en impression photo en format A3 ou A1, par exemple. Oui, ça passe par ces petites choses-là, en fait. Exactement, ce sont des petites choses, mais qui sont pas anodines, parce que c'est des gros volumes de données qui transitent sur les réseaux. Imaginez une photo HD publiée sur un site internet qui fait des millions de visites, c'est des millions de téléchargements de cette photo HD sur des posts. Ça peut être exponentiel très rapidement, alors que ce sont des 10 quick wins très simples à mettre en œuvre. Donc on peut, au niveau de la conception des sites web, mais aussi des logiciels, etc., améliorer les choses. On peut, absolument. Donc après, on va chercher à aller plus loin en notamment regardant, par exemple, il y a une étude que l'INR, l'Institut numérique responsable, a donnée qui dit que environ 25% des fonctionnalités qui sont développées par les entreprises ne sont jamais utilisées par les utilisateurs.
On va regarder ça en fait avec l'outil Frugger. On va regarder quelles sont les fonctionnalités qui sont réellement utilisées et on va inciter en fait les porteurs des projets à décommissionner les fonctionnalités que personne n'utilise, ce qui va faire de l'économie d'usage. C'est quoi par exemple ? C'est quoi, par exemple, je vais vous donner un petit exemple, publier sur une page d'accueil une cartographie Google Maps. En fait, ça peut servir, je sais pas, sur un site de pizzeria, par exemple. Peut-être que ça va servir à 10% des visiteurs, la cartographie, pour savoir la localisation. Mais peut-être qu'en fait, le visiteur, il sait très bien où se trouve la pizzeria, par exemple. Et donc, il n'a pas besoin d'avoir la cartographie sur la page d'accueil. Or, publier une cartographie sur une page d'accueil, ça télécharge énormément de données. Et donc, là, en fait, on va dire, on va pas mettre la cartographie sur cette page d'accueil, on va la mettre à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on va la mettre que pour les visiteurs qui ont vraiment besoin de cette fonctionnalité-là. Donc, seulement les 10% des visiteurs. Le fait de coder d'une certaine manière plutôt que d'une autre, ça peut également avoir un impact. Oui, tout à fait. Ça a un impact. Il y a des études d'ailleurs qui ont été menées. Certains langages sont plus vertueux que d'autres, on va dire. Donc, certains langages vont permettre de consommer moins de ressources machines, moins de CPU, moins de processeurs machines. Donc, ça a un impact, tout à fait. Et puis, la manière de coder d'un développeur à l'autre, on va dire, ça rend un impact. Et nous, en fait, on donne des formations aux développeurs chez nous, mais aussi chez nos clients. On forme les développeurs de nos clients à développer de la bonne manière pour limiter l'impact qu'elle peut avoir au final. Un autre exemple qui me vient comme ça en tête, un client qui veut, à l'issue d'un tunnel de souscription, valider à l'utilisateur final que sa commande, par exemple, sur un site internet a bien été prise en compte. On voulait envoyer une confirmation à la fois par SMS et par mail. Ça faisait 2 confirmations, deux impacts environnementaux différents pour le même service. En fait, on a divisé par 2 en faisant qu'un. En fait, on a juste envoyé un SMS. Et ça a un véritable impact au-delà du symbolique. À l'unité, ça fait pas grand-chose, mais en fait, à l'échelle du volume des visites, oui, c'est énorme. Est-ce que le problème des entreprises, vous êtes chez Frugger, vous vous intéressez beaucoup aux entreprises, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'elles ont souvent une informatique qui est vieillissante, qui peut difficilement évoluer, ça facilite pas tellement les choses? C'est une très bonne question. En effet, c'est un vrai sujet, et c'est pour ça que ça va pas se faire en un claquement de doigts, tout ce qu'on est en train de faire, les accompagnements qu'on fait nos clients, mais on réfléchit à ce sujet-là pour justement, beaucoup d'entreprises sont dans une transformation digitale. En effet, ils ont des systèmes d'information qui sont vieillissants, mais malgré tout, elles transforment. Et nous, là, on vient avec eux, c'est leur dire, ok, transformez, mais faites-le de manière responsable et consciente de ce que vous faites par rapport à la façon dont vous allez transformer votre système d'information. Le numérique, c'est exponentiel, Jérôme Lucas. Donc tout cela va encore augmenter avec l'intelligence artificielle. Par exemple, ChatGPT, c'est un gouffre énergétique. Alors, comment est-ce qu'on anticipe tout ça ? Déjà par la prise de conscience et la sensibilisation. Donc l'idée de la démarche que nous-mêmes on a et que de manière générale le marché a, c'est que le numérique va continuer à progresser et va se développer dans l'usage, et les usages vont se développer autour du numérique. Ça, c'est évident dans les années et les décennies qui vont arriver. Mais malgré tout, c'est prendre conscience de l'impact que ça peut avoir et chercher en fait à avoir cette démarche de sobriété, c'est-à-dire en fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que on faisait du numérique sans contrainte. Jusqu'à maintenant, cherchons à faire du numérique qui soit malgré tout adapté à l'utilisation qu'elle va en avoir demain, tout en contribuant à l'innovation, donc l'intelligence artificielle, le métaverse. Peut-être, pourquoi pas, j'ai pas nécessairement d'avis sur la question, mais en tout cas, le faire pour des vrais usages, pas pour des choses qui sont inutiles. Oui, mais l'informatique, souvent, c'est construite sur des usages futiles au début pour ensuite déboucher sur des choses beaucoup plus nécessaires. Absolument, tout à fait. Et donc, ça interdit pas ça interdit pas l'innovation, mais déjà, ça commence par mesurer, par évaluer en fait les impacts de ces usages-là, et ça permet en fait après de simplement prendre conscience et de faire en fait ensuite le développement de ces usages-là de manière consciente pour servir un besoin, un utilisateur final, une expérience nouvelle. On parle de la France, Jérôme Lucas, mais bon, c'est bien, mais il n'y a pas que nous dans le monde, et il y a des pays plus gros, encore plus consommateurs et utilisateurs de numérique. Est-ce que vraiment tout cela a un sens
finalement par rapport à l'ampleur du problème, on va dire. Ça a un sens clairement, parce que on est quand même tous engagés pour essayer de limiter l'augmentation du nombre de degrés 1,5 d'ici à 2050. La France évidemment a sa contribution, mais tous les autres pays mondiaux, donc charge à chaque pays de s'engager dans ces démarches. Mais ça commence par la prise de conscience, encore une fois. Mais on le voit, on commence à le voir. Je pense que la France est sans doute un des pays au monde les plus matures sur cette question. Mais on commence quand même à voir ces questionnements qui émergent aux États-Unis, en Angleterre, mais également en Chine, où la prise de conscience de l'impact de ce qu'ils font en termes de numérique commence à arriver. Merci Jérôme Lucas, cofondateur de Frugger. La réduction du poids environnemental du numérique, ça passe aussi par l'amélioration des outils eux-mêmes, c'est-à-dire par l'innovation technologique. Pour savoir ce qui se trame dans ce domaine, je me suis rendu dans les labos de l'opérateur Orange pour rencontrer le responsable de l'innovation du groupe. Orange est partenaire de Monde Numérique Objectif 2050. Bonjour Michael Trabia. Bonjour Jérôme Colombin. Vous êtes directeur exécutif technologie et innovation chez Orange. Alors, selon le rapport de l'ADEME et de l'ARCEP rendu en mars 2023, le poids environnemental du numérique va tripler d'ici à 2050. Comment l'innovation peut-elle permettre de limiter l'empreinte environnementale du numérique ? Alors déjà, on va pas tripler l'empreinte environnementale du numérique, je rassure tout le monde. On a tous pris des ambitions de net zéro carbone à l'horizon 2040 pour beaucoup d'entre nous comme Orange. Ce qu'on sait maintenant depuis quelques années et qui commence à être clairement expliqué, qui est dans ce rapport, c'est que cette empreinte, elle vient essentiellement des équipements. Et donc c'est très important parce que c'est là qu'on peut agir le plus, 80% les équipements numériques, 15% les data centers et finalement que 5% entre guillemets le réseau. Et le numérique, ça n'est que entre guillemets 2,5% en France des émissions de CO2. Alors c'est pas une raison pour pas agir, mais il faut bien comprendre que notre action principale, elle porte sur nos équipements. Si on veut réduire notre empreinte environnementale en tant que consommateur numérique, la première chose, c'est d'éviter d'acheter trop d'équipements numériques, de les renouveler trop souvent. Et en fait, il faut bien avoir en tête que c'est lié à deux facteurs. Un, la taille de l'écran. Par exemple, une télévision ou un ordinateur va avoir une empreinte carbone et une empreinte ressource d'ailleurs au global qui est plus importante qu'un smartphone. Et un grand téléviseur plus fort qu'un petit téléviseur. Exactement, c'est vraiment la taille de l'écran qui joue beaucoup. Et puis le deuxième critère, c'est le taux de renouvellement. Et donc là, les smartphones par contre sont un peu moins bons parce qu'on les renouvelle plus fréquemment. En moyenne, un smartphone il dure 3 ans. Alors dans le rapport on dit 2 ans et demi, bon, peu importe. Et je crois que là, on a une ambition qui est d'augmenter cette durée de vie. Et c'est vraiment essentiel parce que c'est comme ça qu'on va jouer sur ces 80% d'émissions de CO2. Si on est capable, par exemple, de passer de 3 ans à 5 ans, ou de 2 ans et demi à 5 ans la durée de vie d'un smartphone, concrètement, ça veut dire qu'on divise par deux l'empreinte CO2 de nos smartphones. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Bien sûr, ça passe par de l'économie circulaire, ça passe par le fait de vendre plus de smartphones reconditionnés, mais ça ne suffit pas. Il faut bien avoir en tête que pour que ces smartphones durent plus longtemps, il faut les concevoir dès le début dans cet objectif. C'est ce qu'on fait nous par exemple sur nos box. Les box qu'on a à la maison pour accéder à Internet, pour avoir la télévision, on les conçoit dans cet objectif de durabilité programmée, si j'ose dire, puisqu'on a coutume de dire qu'une box, elle peut avoir 7 vies, elle dure jusqu'à 9 ans, 10 ans, on la reconditionne, elle est conçue dès le départ avec des matériaux recyclés, pour être réparable facilement, pour pouvoir changer une façade, le cas échéant, sans difficulté, c'est-à-dire très facilement. Parce qu'on sait que les box, ça vient assez rapidement. Si j'ai un problème sur ma box, très vite, le technicien va me dire rapportez-le à la boutique Orange, par exemple, ou à un autre opérateur. Et là, vous me dites, en fait, elle part pas à la poubelle, la box. Exactement, elle part pas à la poubelle. On arrive dans 80-90% des cas à la remettre sur le marché, quitte à changer le cas échéant, un petit accessoire, mais ce qui nous permet d'avoir évidemment un bien meilleur impact CO2. Et pour les smartphones, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas le tout de les ramener
dans la boutique, évidemment, il faut le faire et j'encourage tous ceux qui ont des smartphones dans leur tiroir à les ramener pour qu'ils soient... Mais c'est vrai que c'est parfois, quand c'est des vieux smartphones qui sont devenus iconiques, on les garde parce que ce sont des objets de collection. Enfin, les plus geeks d'entre nous les conservent. On peut en garder, quelques-uns, mais on en a honnêtement, je pense, beaucoup trop dans nos tiroirs. On les ramène pas toujours parce qu'on se dit ça servira bien un jour, et puis dans la pratique, on s'aperçoit qu'ils servent pas vraiment. Donc, mais aujourd'hui, il y a une filière pour ça. Il y a une filière qui se développe avec des acteurs qui se spécialisent dans ce reconditionnement de ces smartphones. Mais là où je veux insister, c'est que au-delà de la filière, c'est dès le début, dès la conception, avec les fabricants de smartphones, les Apple, Samsung, avec les acteurs qui également développent les systèmes d'exploitation, que ce soit iOS, que ce soit Android, qu'on doit concevoir ce smartphone pour qu'il soit durable, pour qu'il soit facilement réparable. Donc on met en place, par exemple, des indices qu'on appelle Eco-Rating qui nous permettent de regarder la réparabilité des smartphones. Quand j'étais à Barcelone, par exemple, pendant le Mobile World Congress, on a reçu tous nos partenaires device. C'est le message qu'on a passé. On a besoin de concevoir nos smartphones différemment pour passer à un mode de durabilité programmée. Mais il faut aussi que les mises à jour logicielles soient disponibles. Et c'est l'un des gros enjeux qu'on a avec Android, c'est de pouvoir garantir ces mises à jour, pas seulement sur 2 ou 3 ans, mais bien sur au minimum 5 ans. Alors voilà pour les smartphones, donc les produits, le matériel, vous l'avez dit, on le rappelle encore une fois, ça représente 80% du poids environnemental du numérique, tout ça. Mais pour les 5% que vous avez évoqués, c'est-à-dire l'utilisation au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que l'innovation technologique que vous représentez ici, Michael Trabia, on est au cœur d'Orange Innovation, est-ce que l'innovation peut véritablement contribuer ? Bien sûr, on a un programme qui s'appelle Green ITN, donc comment est-ce qu'on fait des réseaux et des data centers d'ailleurs pour Orange qui sont le plus économes possible. Aujourd'hui, on estime qu'avec ce programme, on est capable d'économiser 20% de consommation électrique de nos réseaux. Parce que, par exemple, on va se mettre en mode de veille la nuit, on va éteindre certaines bandes de fréquences dont on n'a pas besoin quand il y a moins de trafic. Donc ces fonctionnalités, on les déploie et on les développe. Et du côté des réseaux mobiles, la 5G, on a beaucoup craint que cette innovation technologique ait pour effet d'augmenter en fait le poids environnemental du numérique. Ce qu'on a vu avec la 5G, d'une part, il y avait une crainte qu'on allait multiplier les antennes. Ce n'est pas le cas. On ne rajoute pas d'antennes avec la 5G, on utilise les antennes existantes, les sites existants, et donc c'est quelque chose qui impacte beaucoup moins l'empreinte CO2. Deuxième chose, il y avait une crainte qu'on allait renouveler les smartphones. Qu'est-ce qu'on a constaté ? Que les ventes de smartphones, en France et dans le monde d'ailleurs, sont en baisse. Moi, je dis que c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ça veut pas dire pas forcément plaisir aux fabricants, mais en tout cas, du point de vue environnemental, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et les fabricants peuvent y trouver leur compte aussi. Ils les vendent plus cher. Alors, ils peuvent les vendre plus cher, mais il y en a pour tous les prix. On a des smartphones à 100 €, à 200 €, et des smartphones qui sont à plus de 1 000 €. Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les envies, j'ai envie de dire. Donc en fait, le boom de la consommation de smartphones qu'on craignait avec la 5G n'a pas du tout eu lieu, quoi. Alors, Michael Trabia, du côté de l'utilisation des réseaux fixes ou mobiles, comment faire baisser le poids environnemental ? Pour ce qui concerne les réseaux, l'empreinte environnementale, et notamment la consommation électrique, est assez peu liée en réalité au trafic. Elle est plus liée à la couverture. Par exemple, si on est sur un réseau mobile, c'est le nombre de sites qu'on va déployer. Et sur le trafic, nous, ce qu'on prône, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est-à-dire, c'est pas de brider les gens sur leurs usages, mais c'est de dire, quand on regarde une vidéo sur Netflix, sur YouTube, on n'a pas besoin de 8K sur un écran de smartphone et peut-être d'ailleurs même pas sur un écran de télévision. Donc il y a un enjeu d'optimisation. Il ne faut pas utiliser la technologie pour la technologie à un moment donné si ça n'a pas de bénéfice. Au Salon de Barcelone, vous avez présenté une innovation qui permet de faire ça de manière quasi automatique, on va dire. Exactement. Et ça, c'est l'utilisation de codecs adaptatifs
qui vont pouvoir amener la bonne résolution, le bon niveau de qualité pour le client. Il ne s'agit pas de réduire cette qualité, mais de mettre le juste niveau de qualité et pas une surqualité. Donc on peut le faire, nous, par exemple, pour la télé d'Orange, parce qu'on maîtrise le player. En revanche, pour Netflix, pour YouTube, c'est pas nous qui maîtrisons. Je vais donner juste un chiffre pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, on a une croissance d'à peu près 30% tous les ans de notre trafic data sur le mobile. En 10 ans, ça veut dire qu'on va multiplier par 13 la consommation de données sur le réseau. Si on est capable de diviser par 2 simplement cette croissance, de l'amener à 15%, en 10 ans, c'est une multiplication par 4 seulement. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait gérer parce que voilà, on a toujours une technologie qui s'améliore avec la 5G, avec les bandes de fréquences dont on dispose. Donc c'est important d'avoir le bon rythme de croissance pour éviter de se retrouver dans une situation où on devrait, aujourd'hui ça n'est jamais arrivé, densifier les réseaux, c'est-à-dire rajouter des sites parce qu'on n'a pas assez de capacité. Mickaël Trabia, revenons à la maison. Et à la maison, on trouve la fameuse box, donc fournie par les opérateurs. Alors, est-ce qu'il faut éteindre sa box pour faire des économies d'énergie, comme l'ont dit certains responsables politiques? Alors, d'une manière générale, il faut utiliser ce dont on a besoin et pas plus. C'est-à-dire que, par exemple, nous, avec la dernière Livebox qu'on a sortie, la Livebox 6, il y a des modes de veille avancés qui permettent de diviser par 10 la consommation électrique de la box quand on n'en a pas l'utilité. C'est justement parce que les autorités vous l'ont un peu demandé, ça. Non, je crois que alors, cette box, elle a été conçue il y a maintenant quelques années. Ça rentre dans une logique d'éco-conception. Une box, par exemple, si elle va consommer un petit peu plus de ressources à la fabrication, mais qu'elle va durer 50% de temps en plus, eh ben c'est peut-être un équilibre qui est meilleur pour la planète que si j'allais économiser un tout petit peu de ressources sur ma box. Donc, attendez, parce que vous êtes en train de nous dire que ça ne sert pas à grand-chose de couper le Wi-Fi manuellement ou autre, ou de couper la box? Ce que je dis, c'est que il faut que ce soit simple pour l'utilisateur. Ouais. Voilà. Transparent même. Transparent, parce que déjà, l'utilisateur, encore une fois, le premier geste écologique qu'il peut faire, c'est pas de couper son Wi-Fi, c'est de garder son smartphone plus longtemps, c'est d'éviter d'acheter 3 écrans de télé, de renouveler son ordinateur tous les 18 mois. C'est là où il va avoir un vrai impact environnemental. Et c'est important d'avoir ce message simple, parce que sinon, on a des injonctions multiples et au final, on fait plus rien, parce qu'on est complètement perdu à travers tout un tas d'injonctions. Pour l'utilisation du Wi-Fi, pour la consommation électrique, il faut voir aussi qu'en France, cette consommation électrique, elle est très peu carbonée. Oui, grâce au nucléaire. On a des technologies qui s'appellent le Wi-Fi Sensing, par exemple, qui nous permettent de détecter des mouvements sans rajouter de capteurs, simplement par les perturbations des ondes Wi-Fi. À la maison. À la maison. Et donc, on est tout à fait capable d'identifier s'il n'y a pas de mouvement, par exemple, à la maison, et de dire, par exemple, on va pouvoir couper tout ou partie du Wi-Fi, parce qu'on peut aussi se dire, on va garder une bande Wi-Fi pour certains appareils, par exemple quand on a de la domotique chez soi, quand on a une alarme, quand on a des caméras connectées. On peut aussi avoir besoin quand on a des radiateurs connectés. Oui, donc on garde la bande des 2,4 GHz qui est utilisée par ces appareils. Voilà, on peut couper soit la bande de 4, soit la bande 5 Go pour limiter la consommation électrique. Tout ce qu'on peut économiser, il faut le faire. Merci Mickaël Trabia, directeur exécutif technologie et innovation chez Orange. Pour réduire encore l'impact environnemental du numérique, on peut aller encore plus loin, jusqu'au cœur des puces électroniques. Le CEA travaille sur des composants du futur, beaucoup moins consommateurs d'énergie. On en parle avec le troisième invité d'Objectif 2050. Bonjour Jean-René Lequepace. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint et CTO du CEA LETI, l'institut spécialisé en microélectronique du CEA. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces composants écologiques que vous avez mis au point ?
Oui, on a développé plusieurs solutions qui sont à un niveau de maturité qui commence à être vraiment intéressant pour que l'industrie s'en empare. Donc, ce sont les mémoires non volatiles qui vont pouvoir garder l'information lorsque vous coupez la tension. Et lorsque vous avez des objets de l'IoT qui, quelque part, ont un capteur de température ou un capteur de pression ou qui va prendre une température avec ce qu'on appelle un duty cycle extrêmement une fois tous les millièmes de seconde ou les millièmes de minute, vous pouvez couper la tension d'alimentation et garder l'information donc en mémoire et redémarrer extrêmement rapidement. Oui, en fait, vous transformez ça en clé USB, quoi. Il n'y a plus besoin de... En clé USB, avec une information sauvegardée sur l'état de la batterie, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas le calcul qui consomme, c'est le mouvement des données. Donc, quand vous prenez une information qui est dans une mémoire, vous l'emmenez dans l'unité de calcul et vous calculez, vous remettez le résultat du calcul dans la mémoire, vous avez consommé 90% de la consommation globale dans le mouvement des données. Donc, en fait, si vous faites, par exemple, le calcul dans la mémoire ou le calcul proche de la mémoire, vous diminuez drastiquement la consommation d'un facteur 10. Voilà. Et donc, c'est des logiques qu'on appelle in-memory computing, donc faire le calcul dans la mémoire, ce qui permet de réduire drastiquement la consommation. Ça permet de réduire la consommation énergétique dans quelle proportion ? D'un facteur 10. Donc, puisque sur le calcul. Donc, vous gagnez un facteur 10 en faisant ce calcul dans la mémoire, en évitant de manipuler les données. Voilà. Par contre, effectivement, il y a tout un historique. La microélectronique est un domaine qui est très incrémental, quand on regarde bien, poussé par la loi de Moore, qui a montré que tous les 18 mois, on augmentait la puissance de calcul d'un facteur 2, tout en restant à une situation économique standard. Et donc aujourd'hui, il faut repenser ces architectures pour avoir des ruptures beaucoup plus fortes. Alors vous travaillez aussi sur d'autres innovations qui s'inspirent du vivant et notamment du cerveau humain. Le mode de fonctionnement de notre cerveau avec des neurones et des synapses qu'on appelle le biomimétisme ou le neuromorphique, quelque part, votre cerveau est capable de faire de la reconnaissance d'objets de façon extrêmement rapide et extrêmement non gourmande en énergie, avec un cerveau qui consomme que 20 watts. Vous avez dans votre cerveau des neurones et des synapses, et le cerveau fonctionne de façon impulsionnelle. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de reproduire ce mode de fonctionnement du cerveau avec des mémoires non volatiles et des transistors pour émuler donc le même fonctionnement que votre cerveau avec des neurones et des synapses. Par contre, votre cerveau travaille en option 3D avec beaucoup de connexions entre les neurones et les synapses et le cerveau n'est pas quelque chose de plat. Donc, on essaye aussi de faire des électroniques qui vont utiliser une troisième dimension en ayant des puces empilées, bien sûr amincies, puisque de plus en plus on a besoin d'électronique très plate pour s'insérer dans nos portables, etc. Et donc venir ce qu'on appelle coller des puces les unes sur les autres, amincies, avec bien sûr les interconnexions métalliques qui leur permettront de communiquer. Donc c'est ce qu'on appelle l'intégration hétérogène ou l'intégration 3D ou le packaging avancé. Oui, en fait, c'est toute une panoplie de solutions. On a tout un arsenal qui va éviter d'envoyer les données dans le cloud, parce que quand vous envoyez les données dans le cloud, vous consommez beaucoup plus que quand vous les traitez en local. Donc, traiter beaucoup plus de données en local. Éviter la manipulation des données, comme on l'a dit, entre les unités de calcul et les unités de stockage, parce que ça consomme 90% juste sur la manipulation des données. S'inspirer du vivant, du mode de cerveau, du mode de fonctionnement des insectes, qui ont des cerveaux de petite taille et qui consomment extrêmement peu, mais qui sont capables de réactions et d'activités assez fortes. Et aujourd'hui, entre les neurones et les synapses, vous pouvez émuler ça sur de la microélectronique avec des transistors et des mémoires. Donc, un fonctionnement beaucoup plus analogique aussi, comme le fait votre cerveau, qui travaille sous forme d'impulsion. À quelle échéance est-ce qu'on pourrait bénéficier de ces avancées ? Typiquement, ce qu'on a dit sur l'empilement de puces, c'est quelque chose qui commence à être très mûr et qui commence à arriver. AMD l'a fait sur ses processeurs. Intel est en train de choisir la même voie. Plutôt que de faire un très gros processeur qui fait 8 cm², avec des rendements qui sont faibles, puisque vous savez que les rendements microélectroniques sont
plus les puces sont grosses, plus les rendements baissent, compte tenu de la défectivité que vous avez. Donc, il vaut mieux aller vers des petites puces, et ces petites puces de calcul étant mises sur ce qu'on appelle un interposeur de silicium. Donc, vu de l'extérieur, c'est unique. Par contre, quand vous regardez à l'intérieur, c'est une multiplication de petites puces qui sont interconnectées entre elles et qui permettent d'améliorer grandement donc les performances énergétiques et en termes de coût. Donc, le calcul dans la mémoire également, c'est quelque chose qui devrait pouvoir commencer à arriver pour certaines classes d'applications, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Traiter les données au niveau edge, je pense, c'est ce qu'on appelle le edge computing ou le edge artificial intelligence, est en train également d'arriver de plus en plus sur nos objets du quotidien. Plusieurs bénéfices, une économie d'énergie liée au fait que vous n'avez pas à transmettre une information dans le cloud. Beaucoup moins de latence, parce que quand vous avez des informations dans le cloud, vous avez une certaine forme de latence qui n'est pas acceptable pour certaines applications, par exemple comme la voiture autonome. Et puis, la protection des données, parce que quand vous traitez vos données en local, vous ne les envoyez pas dans le cloud et vous ne risquez pas qu'elles soient utilisées de façon malveillante par d'autres. Et on ne peut pas imaginer qu'une usine envoie toutes ces données stratégiques donc dans le cloud. Elle doit traiter ces données en priorité donc dans l'environnement de l'usine. Merci Jean-René Lequépès, directeur adjoint et CTO du CEA Leti. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, Objectif 2050, consacré à l'impact environnemental du numérique, en partenariat avec Orange. J'espère que cet épisode vous a plu. On le voit, la préoccupation environnementale est aujourd'hui au cœur de l'innovation à tous les niveaux. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode d'Objectif 2050. Prenez soin de vous et de la planète. Salut.